Bonjour, bonjour. Ah, Bienvenue au Village international de la gastronomie. Bienvenue à cette 7e édition euh, et aux rencontres que nous organisons et qui s'inscrivent aussi dans ce 2e forum de France de l'alimentation qui a débuté en début de semaine. Et comme vous le savez, s'il est important de déguster, de savourer, de découvrir, il est aussi nécessaire de penser notre alimentation. Et nous avons le plaisir aujourd'hui d'organiser une discussion, une rencontre, une conversation avec 4 représentants, enfin 3 représentants au fond d'éléments qui ont été inscrits récemment au patrimoine culturel et immatériel de l'humanité et une représentante de l'UNESCO. Cher Christophe, je t'en prie, après, assieds-toi. Euh, donc de discuter de quels sont ces patrimoines alimentaires de l'humanité, comment ont-ils été inscrits, comment font-ils partie d'une culture universelle, comment sont-ils partagés, que représentent-ils, essayons de définir tout cela. Et si je prends la parole, c'est parce que j'ai eu l'honneur de porter, accompagné d'un institut européen dont on va parler tout à l'heure, d'histoire des cultures de l'alimentation, de la candidature française dont nous célébrons aujourd'hui, enfin cette année, le 15e anniversaire, puisque la candidature française était en quelque sorte une candidature pionnière en matière d'entrée et d'accueil dans le panthéon, dans le sein des saints de l'UNESCO, d'avoir comme ça une expression culinaire. Et vous le savez, c'était le repas gastronomique des Français, et ce que nous en faisons par la suite, c'est aussi voilà, important. Donc, autour de cette table ronde, j'ai à ma gauche Madame Adjung Lim, bonjour, bonjour. qui est à la fois chef et présidente d'une association Corée Saveurs et Culture. Cette association, nous en parlerons, vous allez la présenter tout à l'heure, assure la promotion de la cuisine et de la culture coréenne en France. Une association qui encourage les échanges interculturels, promeut des spécialités, évidemment, pour les connaisseurs et les familiers avec ces enjeux, chacun sait qu'un des produits phares de la culture culinaire coréenne est le kimchi. Et donc nous aurons peut-être là aussi ce que représente le kimchi en termes d'aliments, mais d'alimentation, de recettes, peut-être des sujets plus spécifiques pour nous accompagner à mieux l'apprécier et de savoir comment cette démarche a été initiée et en quoi ça représente véritablement la culture culinaire coréenne. Donc je vous remercie d'être là et de pouvoir évoquer ce sujet. Je continue le tour de table pour présenter l'ensemble des personnes et nous continuerons. Alors nous avons plaisanté entre nous parce que nous devions avoir avec nous une historienne, chef, anthropologue, Yasmina Selam, qui malheureusement n'a pas pu venir et nous rejoindre, étant contrainte de rester en Algérie pour des histoires de passeports valides. Et nous avons la chance, et je le remercie très sincèrement, d'avoir Fouad, qui est, sans être chef, algérien, réside à Lyon, où il a une agence de communication. Fouad, vous nous direz comment vous pourrez aussi être plongé dans cette culture et dans ce patrimoine alimentaire algérien et évoquer là aussi un des éléments qui a été reconnu récemment, qui est le couscous, je le précise, avec 3 autres pays qui sont la Tunisie, le Maroc et la Mauritanie. Pour compléter ce tour de table, et si vous voulez bien, Pravéli, je vais terminer par vous, mais je vais d'abord donc présenter Loïc Benassi, nous le connaissons assez bien. Peut-être certains d'entre vous qui écoutent la radio le dimanche peuvent entendre sa voix dans On va déguster. Il est l'historien de On va déguster sur France Inter, mais il est surtout effectivement historien et chercheur associé à l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation. Il a porté le dossier d'inscription du repas gastronomique des Français, également celui de la baguette, ou devrais-je dire des savoir-faire traditionnels et de la culture de la baguette française, et pourra nous éclairer sur différents projets qui sont portés par l'Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation, dont l'un qui, à mon sens, pourrait avoir un écho favorable au sein de l'UNESCO et avec ce que vous faites, cher Pravéli Vanghetti, puisque vous êtes au secteur de la culture et du patrimoine vivant depuis maintenant 6 ans
8 ans en France, vous m'avez dit, et 6 ans à l'UNESCO, où ce patrimoine vivant est particulièrement promu, et vous êtes la coordinatrice d'un projet porté et financé par le ministère de la Culture de l'Arabie Saoudite, qui vise à créer une plateforme internationale, Atlas, une plateforme internationale des patrimoines alimentaires dans le monde. Donc je pense que là, voilà, on a un aperçu de tout ce qui fait la saveur de nos rencontres et le goût de l'humanité par toutes ces pratiques, ces expressions et ces rituels culinaires. Je vais donc commencer tout de suite par vous, cher Adjung, Lim, pour nous expliquer peut-être simplement d'abord votre association, ce que vous faites et quelle place a le kimchi dans la culture culinaire coréenne et peut-être nous préciser qu'en fait, bon, chacun le sait, ces pays sont en fait, la Corée est 2 pays et en fait les 2 d'ailleurs ont eu la volonté d'inscrire cette expression culinaire, cette pratique culinaire du kimchi. Oui. Je vous laisse présenter. D'accord. Alors d'abord, je me présente. Je m'appelle Ajong Lim et actuellement, j'ai un restaurant à Paris qui s'appelle Kimchi Street pour la cuisine coréenne et où on valorise le savoir-faire traditionnel et fait maison et qui est bon pour la santé et gourmand. Voilà. Et j'ai une association qui s'appelle Corée Saveur Culture. Je suis présidente. Et l'origine de cette association date de la période de Covid. À l'époque, j'ai créé une communauté pour la culture coréenne qui c'était pas très connu à l'époque. Mais pendant le Covid, avec le mouvement Hallyu, de plus en plus de gens étaient intéressés. Alors j'ai créé la 12e communauté pour la culture coréenne et les 2 étaient portés. Il y avait beaucoup de gens qui étaient très intéressés. Ils ont demandé pourquoi pas créer une association pour organiser des événements. C'est pour ça qu'on a créé cet événement. Et depuis, on a fait nombreux festivals et des événements. Voilà. Très, très bien. Et alors quand se déroule cet événement, ce festival ? Le festival, on a déjà fait 4 festivals. On prépare pour l'année prochaine parce qu'on va fêter le 140e anniversaire des relations diplomatiques entre la France et la Corée. Très très bien. Bah, écoute, ce sera une très belle thématique en tout cas à développer pour le village international de la gastronomie en 2026. Et donc dans ce festival, comment on peut appréhender d'abord, expliquez-nous, peut-être tout le monde n'est pas familier avec le kimchi, expliquez-nous ce qu'est le kimchi et pourquoi c'est si important dans la culture en général de la Corée. Kimchi, c'est essentiel dans la culture coréenne. En fait, c'est une façon de conserver des légumes pendant toute l'année. Traditionnellement, on n'avait pas de frigo. Alors, il fallait passer l'hiver et il n'y avait pas beaucoup de choses à manger. Il fallait conserver. On a développé une forme de fermentation des légumes. Et ça date très longtemps. Au début, c'était on dit macéré dans le sel, mais de plus en plus, c'est développé et c'est mélangé avec le caractéristique spécial de la Corée, avec des ingrédients de Corée, des fruits de mer et des légumes, des fruits, etc. Et c'est devenu le kimchi d'aujourd'hui. Et c'est tellement important dans la tradition, quand on fait la table traditionnelle, on ne compte même pas comme un nombre de plats. C'est par défaut présent. Et actuellement, toutes les familles en Corée mangent du kimchi. Et puis, on a le frigo de kimchi, spécialisé pour kimchi, à chaque maison. Voilà. Donc c'est non seulement une culture, une pratique répandue, ça a des vertus, j'imagine, enfin je crois savoir, en matière de nutrition et de santé assez remarquées. Oui, c'est vrai que kimchi est devenu plus connu pendant le Covid parce que la santé était un thème très intéressé à l'époque. Et les gens, kimchi augmente l'immunité et c'est antioxydant et c'est très bon pour l'intestin avec des bons bactéries. C'est très bon pour la santé, kimchi. Donc, je pense qu'après vous nous direz. L'inscription à l'UNESCO, elle date de quand 2013. 2013. Oui. Et alors, un des sujets aussi, vous le savez, dans ce patrimoine immatériel de l'UNESCO, et peut-être qu'il est important de le préciser, c'est avant tout des communautés qui
revendiquent et qui estiment que c'est un patrimoine qui les identifie, qui a certes une profondeur historique, mais qui est recréé en permanence. Et cette partie, vous nous l'avez dit, il y a donc, ça date de très très longtemps, cette pratique de la fermentation des aliments. Et dites qu'aujourd'hui, donc, on a de nouvelles recettes, de nouvelles façons de le préparer. Et est-ce qu'il y a aussi des rituels associés à sa consommation? Pour la consommation, oui. Alors, en fait, ce qui était inscrit pour le patrimoine d'UNESCO, c'était kimjang. C'était l'acte de faire du kimchi, l'acte de préparation du kimchi. Est-ce que tu peux parler pour la préparation de kimchi? Vous pouvez parler de l'ensemble. Alors, l'acte, Oui. bien entendu. Oui. Là, ici, nous sommes tous très, très curieux. Donc, Oui. oui, bien sûr, vous parlez de la préparation aussi. Parce que pendant longtemps, en fait, la Corée est une pays agriculture. On cultivait beaucoup, beaucoup de légumes. Et quand on faisait du kimchi dans le village, les gens étaient rassemblés et ils ont mis des choux ou des radis ou des concombres entre différents légumes et ils ont préparé collectivement. Oui. C'est pour ça qu'on dit que c'est un ciment social. Ça rassemble les gens, c'est convivial, c'était dans un esprit festif. Convivial, festif, partagé. Manifestement, c'est des points qu'on retrouvera, je pense, dans chacun des éléments dont on va discuter aujourd'hui. Et si vous le voulez, je vais faire cette transition parce que je pense qu'en termes de lien social et de préparation aussi ensemble, le couscous fait partie aussi, c'est aussi en partie à ce titre-là qu'il a été reconnu au patrimoine culturel et matériel de l'humanité par l'UNESCO. Et peut-être, Fouad, vous pouvez nous dire, d'abord vous présenter aussi l'agence, je l'ai fait un peu trop subrepticement, enfin trop brièvement, pardon. Peut-être nous dire effectivement comment, d'abord vous avez été vous-même amené à mieux connaître le patrimoine culinaire d'Algérie. Le couscous emblématique et quid de cette candidature multiple qui a réuni plusieurs États. Et on sait aussi, je parle sous couvert de ce que pourrait dire l'UNESCO, n'est-ce pas, de savoir c'est encouragé. Ces candidatures multiples sont aussi un des points forts de cette convention, je le rappelle, adoptée en 2003 et ratifiée par la France en 2006. Pour l'Algérie et le couscous. Ouais. Alors, pour l'Algérie et le couscous, avant de commencer, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Je voudrais excuser Madame Yasmina Sellem pour ceux qui l'attendaient et qui devaient intervenir aujourd'hui. Malheureusement, pour des raisons administratives, elle n'a pas pu nous rejoindre ici. Donc moi, je suis lyonnais, je suis né à Lyon, ville de la gastronomie mondiale. Et depuis 6 ans, je me suis installé en Algérie et j'ai créé une agence de communication. Je me suis installé, puis j'étais à la recherche, je suis un passionné du patrimoine culturel algérien. Et j'ai eu la chance de rencontrer Madame Selam lors d'une intervention télé. Et j'ai découvert son premier ouvrage d'abord, Mémoire culinaire d'Algérie, et puis Couscous, couleurs et racines d'Algérie. Et donc j'ai accompagné, et j'accompagne toujours Madame Selam dans ses projets de transmettre le patrimoine un peu oublié de la gastronomie algérienne et bien plus encore. Donc elle a gagné deux prix importants, il faut les rappeler ici, au Gourmand Award. Donc le premier à Stockholm pour Mémoire culinaire d'Algérie et le second à Lisbonne au mois de juin dernier, Couscous, couleurs et racines d'Algérie. Et en effet, tout à l'heure, vous parliez du couscous inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Et donc il y a 4 pays qui ont constitué ce dossier, dont l'Algérie a été le porteur du dossier, parce qu'on peut constater une chose, c'est qu'est-ce que le couscous doit à l'Algérie. Et on pourra y revenir dessus un peu plus dans le détail tout à l'heure, mais effectivement, si on doit, sur le plan géographique, situer la naissance et l'exportation, surtout du couscous, il se situe sur le territoire algérien, sans écarter les autres pays qui font aussi un très bon couscous, évidemment. Mais il a toute une histoire, et une histoire avec les Italiens, puisque le couscous sont un colon italien, Ricci, qui va dans la région de Mila. Il va rencontrer des dames qui roulent le couscous. Et donc Ricci va remplir quelques sacs de ce couscous-là. Il monte à Paris et il organise une dégustation sur Paris. Et ça a un vrai succès immédiat.
Donc les commandes sont importantes. Ensuite, il va se rendre à Boussaada, où il va aller voir un autre Italien, un colon italien, qui s'appelle Ferrero. Donc rien à voir avec le chocolat, mais ça aurait pu. Il s'appelle Ferrero, et avec Ferrero, Ricci et Ferrero, ils vont fabriquer la première machine à rouler le couscous. Et donc l'usine se crée à Blida, à 50 km au sud d'Alger. Qu'est-ce que ça veut dire rouler le couscous? Alors, rouler le couscous, c'est technique le couscous. Je ne suis pas le spécialiste, dommage. Madame Selem n'est pas là, mais on aura l'occasion de venir en parler. Rouler le couscous, c'est à partir de cette semoule avec un peu de farine. D'accord. On va, est-ce qu'il y a une dame qui peut m'aider là de la maison? Alors, on va. Ah ben voilà. Donc elle va. Mais je vais me lever pour le roulage du couscous. Je me lève. Bravo. Comment on roule le couscous? C'est une conversation, on l'avait dit. Hein, tout le monde est invité. Rouler le couscous, c'est surtout le mélange de graines, de semoule, avec la moyenne ou la fine, et puis en rajout d'eau. Et au fur et à mesure, avec une vraie technique des mains qui est absolument fabuleuse et très sensuelle, on fabrique la graine de couscous qu'on passe dans 3 tamis selon l'épaisseur de la graine de couscous que l'on veut, et on obtient le couscous. Qui est à l'origine, le mot réel, c'est ça, c'est la graine qui est le couscous, c'est pas forcément le plat. Et après, il y a plein de débats autour de ça. Oui, il y a de nombreux Des débats. débats passionnants. Je vais finir là-dessus, mais Bien sûr, bien sûr. avec depuis 1 an et demi que j'ai eu la chance de travailler aux côtés de Madame Selam, je commence quand je veux apprendre à rouler le couscous. J'ai découvert un couscous de Mostagalem grâce à Madame Yasmina qui m'expliquait que c'est le seul couscous fait par les hommes. Et effectivement, à Mostagalem, c'est les hommes qui faisaient le couscous. Et pourquoi est-ce que le couscous, il est noir à Mostagalem? Parce que les hommes mélangeaient, c'est les pêcheurs qui faisaient le couscous, et ils le mélangeaient avec l'encre de la seiche. Et il a juste un goût, c'est vraiment très délicieux comme couscous. Il y en a d'autres, je reviendrai tout à l'heure sur mon préféré, c'est le couscous à la fleur de rose, qui lui, c'est vraiment un vrai délice. Et qui, lui, on l'a présenté à Lisbonne. On a fait à la fois, il y avait le concours des Gourmands Awards, mais il y avait aussi une dégustation que beaucoup ont appréciée. Et le couscous à la fleur de rose, moi, je l'ai découvert chez Madame Selam. Il a une histoire assez particulière. C'est au lendemain d'un mariage, quand la fille avait quitté la maison et qu'elle allait dans sa nouvelle famille, le lendemain, la famille lui apportait le couscous à la fleur de rose. Et ça, je ne le savais pas. Et voilà. C'est ce qui me passionne en Algérie, c'est que je suis en train de découvrir un vrai patrimoine gastronomique algérien et qui mérite en fait de voir le jour. C'est vrai que pendant un certain nombre d'années, les Algériens ont été relativement absents, il faut le dire, mais qu'aujourd'hui, il est vraiment très très important de revenir sur la scène gastronomique. Et je remercie Édouard et Anne-Laure de nous accompagner avec Yasmina pour ce faire. Édouard Cointreau des Gourmands Awards et du Village international de la gastronomie, et Anne-Laure Descombins, qui est la fondatrice de ce magnifique rendez-vous coloré, bigarré et savoureux du Village international de la gastronomie. Tout à fait. Vous avez parlé de l'Italie, et j'en profite pour saluer le secrétaire général de la Chambre de commerce d'Italie, qui est ici. Et sous votre couvert, je crois que chaque année se tient un grand festival du couscous en Sicile. Et peut-être nous en parlerons tout à l'heure. Et pour les festivals de couscous, il y a aussi quand même une ville qui est majeure, et on le sait, peut-être une année sur 2, le couscous est le plat préféré des Français. Et en plus. Toujours, donc quand même, bien sûr, ça migre, ça se diffuse, et tout le monde peut évidemment l'apprécier. Et il y a Marseille qui encore cette semaine, je crois, où ça vient de se terminer, le grand festival couscous, avec la 8e édition du grand festival couscous, comme on sait, qui est avec des moments partagés dans la ville et à la friche La Belle de Mai. Mais nous en reparlerons volontiers. Il y a quelque chose qu'il faut dire sur le couscous aussi, qui rejoint ma collègue, c'est que le couscous, il nous accompagne de la naissance à la mort. Et le couscous, c'est à la naissance, on fait un couscous. On fait un couscous pendant un mariage, on fait un couscous pendant les baptêmes, on fait même le couscous pendant les décès. Et donc, le couscous, il est en quelque sorte, chez nous, il est divin. C'est un plat qui n'est pas comme les autres, le couscous. Et c'est pour ça que beaucoup s'arrachent sa paternité.
Et je remercie l'UNESCO qui a joué le jeu de rassembler les pays du Maghreb, même si, je le dis encore, le couscous doit beaucoup à l'Algérie, il n'empêche que c'est un plat maghrébin et on est très content qu'il soit au patrimoine de l'UNESCO. Voilà. Je dis, voilà, l'Algérie a encore elle a encore des beaux jours devant elle en ce qui concerne sa gastronomie, du sud au nord, du littoral à la montagne, comme du Sahara aux grandes villes. Merci beaucoup, nous y reviendrons. Bravo, bravo. Oh, félicitations. J'en profite parce que Mahalia nous a rejoints et j'aurais dû présenter plus tôt, mais nous avons aussi cette volonté d'essayer de toucher un peu tous les continents. Hein. Donc nous étions en Asie, nous sommes en Afrique, nous irons en France, et là nous sommes dans les Caraïbes, hein, en Haïti, où aussi, là, tout récemment, l'année dernière, je crois, la soupe joumou a été reconnue comme un des éléments de la gastronomie et un des éléments du patrimoine culturel et matériel à l'UNESCO. Soupe joumou ou soupe au giromon, qu'on peut appeler différemment. Ben, écoutez, Mahalia, donc vous êtes aussi attachée à l'ambassade de Haïti en France et je suis très heureux et vous remercie beaucoup d'être là parmi nous cet après-midi. Dites-nous un petit peu ce que vous faites, d'une part, comment on promeut la cuisine haïtienne et qu'est-ce donc que cette soupe joumou, de son rituel et ses ingrédients et vice-versa. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier les organisateurs du village pour l'invitation. Comme le présentateur l'a dit, je suis Mahalia Chéri, je travaille à l'ambassade d'Haïti, je suis responsable du pôle économique. Je ne suis pas une grande connaisseuse de la soupe au giromon, mais je tiens quand même, je vais défendre mon pays et défendre cette soupe. Déjà, c'est un plaisir d'être ici pour qu'on puisse parler de ce qui nous rassemble, les patrimoines vivants qui sont, si vous voulez, qui sont portés par nos communautés et qui montrent aussi ce qu'il y a dans le monde. La soupe au giromon, comme vous l'avez dit, elle a été inscrite en 2021 à l'UNESCO comme patrimoine culinaire immatériel. Cette soupe, elle n'est pas à la fois un mets, elle n'est pas uniquement un mets festif pour Haïti. Elle a une histoire derrière elle. Et il s'agit d'un mets qui généralement était réservé aux colons à l'époque, à l'ère coloniale. Elle était interdite aux esclaves. Et la petite histoire raconte que le lendemain de l'indépendance, en 1804, la femme de Jean-Jacques Dessalines, l'empereur de la patrie, qui est Marie Félicité Éclaireuse Bonheur, elle a décidé de cuisiner ce mets et de la faire déguster aux nouveaux citoyens et citoyennes libres. C'est un symbole fort, puisque c'est un symbole qui, au moment même où elle décide de faire déguster cette soupe, qui met sur un pied d'égalité et de dignité tous les nouveaux citoyens et citoyennes. Et depuis le 1er janvier, qui est aussi le Nouvel An, cette soupe, elle est cuisinée dans les maisons. Et la recette, elle se transmet déjà dans les maisons. Puis aujourd'hui, elle se transmet dans les réseaux, à partir des réseaux sociaux. Elle est partagée d'un peu partout. Aujourd'hui, on a même des écoles de cuisine qui apprennent à cuisiner ce mets. Et globalement, qu'est-ce qu'il y a dans cette bol de soupe au giromon, qui est appelée soupe joumon chez nous? C'est un petit rond qui vient des Caraïbes. Après, vous avez des racines et des légumes, comme le navet, comme la pomme de terre, comme l'igname, le chou, la carotte. Vous avez aussi la viande de bovine, qu'on va appeler chez nous la viande de bœuf. Et vous retrouvez aussi des pâtes, par moment, qui sont mises dedans. Et pour finir, un jus de citron à la fin, pour mettre un peu de peps. Comme je l'ai dit auparavant, cette soupe, elle est symbolique parce que ce n'est pas tant l'aspect ostentatoire de la soupe, mais c'est plutôt ce qu'elle raconte. Elle raconte la liberté, elle raconte la résistance, elle raconte le fait de s'élever pour devenir une nation. Donc, merci beaucoup. Est-ce qu'elle se déguste et se consomme dans des occasions spécifiques ou c'est aussi une soupe du quotidien ou presque? J'ai envie de dire que c'est une soupe au quotidien. Et bon, ça l'est, c'est pas que j'ai envie de le dire, mais c'est une soupe au quotidien parce que c'est la soupe du dimanche pour nous en Haïti. Donc tous les dimanches matins, dans les maisons haïtiennes, elle se déguste. C'est quand vous partagez un bol de soupe
qu'importe, hein, en Haïti ou partout, c'est comme faire revivre les souvenirs de l'indépendance. C'est revivre en soi ce patrimoine en soi. Donc, Merci beaucoup. C'est quand même fabuleux de pouvoir à la fois ces saveurs, pour les déguster, les apprécier, et puis aussi s'élever, parce que c'est la soupe de la liberté. C'est un très très joli titre, ce que vous avez rappelé. Et je note aussi qu'il y a eu une sorte d'appropriation d'une pratique culinaire des colons et réappropriée par les Haïtiens libres et indépendants. C'est vrai que c'est aussi le mouvement comme ça dans l'histoire d'un plat qui est assez important. Il faut dire aussi que cette soupe, c'est un mélange aussi. C'est un mélange de savoir-faire un peu qui sortent à la fois des pays des Caraïbes, des pays de l'Afrique aussi, du continent africain et autres. Je prends un exemple simple. Par exemple, quand on va parler des épices, des baumes d'épices qui sont mises dans la soupe, c'est plutôt un savoir-faire africain. La préparation, voire même le goût de la soupe, c'est un savoir-faire européen. Donc, et le mot même soupe joumou qui vient du mot jiroum, c'est une langue amérindienne. Donc, ça montre bien que cette soupe, c'est vraiment un mélange de savoir-faire d'un peu de tous les continents, que ce soit l'Amérique latine et autres. Alors je le précise, évidemment, vous l'avez probablement anticipé, mais chacun des représentants ici aussi dispose d'un stand dans le village, parce que vous le savez, il y a 63 pays représentés dans cette édition du village international de la gastronomie. Il y a un stand de Haïti. J'allais y venir. Justement. Alors, allons-y. Bravo pour. Il y a le stand de Madame Caroline Erantus qui aujourd'hui fait déguster la soupe au giromon. Donc pour ceux et celles qui ont envie de goûter la liberté, donc allez-y. Elle se fera un plaisir patriotique de vous servir aussi. Alors je dois dire, bravo. Merci beaucoup. Et je dois dire qu'elle est venue cette année au mois de mai à Villers-Cotterêts, à la Cité internationale de la langue française, et elle ne savait pas très bien quelles seraient les quantités. Je ne pouvais pas trop l'aider non plus. Nous n'avions qu'une année antécédant de préparation à ce festival des mets et des mots à Villers-Cotterêts, et son stand a été dévalisé tellement c'était bon dans l'après-midi. Heureusement, le lendemain, le samedi et le dimanche, elle a pu se réapprovisionner et il a eu toujours autant de succès. Donc je vous encourage effectivement, après cette conférence, à aller déguster la soupe au giromon qu'on mange à toute heure d'ailleurs. Hein. On peut le prendre au petit déjeuner, comme là même un goûter, vous pourrez évidemment déguster cela. C'est assez léger, donc effectivement, le matin, l'après-midi. D'ailleurs, c'est une pratique en Haïti. Le dimanche, quand on fait la soupe, on ne mange plus rien. Donc, c'est pour dire... Merci beaucoup de ce petit tour d'horizon et un peu tour du monde. On revient en France peut-être avec Loïc Benassi, si Loïc veut bien nous dire un mot alors de la candidature française pionnière, je l'ai qualifié ainsi, du repas gastronomique des Français, tout de même de dire comment cette candidature, même si nous en reparlons, et d'ailleurs pas trop en dire en fait, pardon, puisque la rencontre qui suivra, celle sur les patrimoines alimentaires, aura trait spécifiquement au repas gastronomique des Français au 15e anniversaire. Mais quand même, un mot, Loïc. Donc tu me poses une question et tu me dis de ne pas répondre. Voilà, c'est ça. Parce que tu sais, malheureusement, je réfléchis après avoir parlé. C'est dommage. Je fais la même chose, donc ça risque d'être compliqué. Non, mais justement, donc le repas gastronomique des Français, qu'il a fait en effet sa 15e année, l'inscription sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Non, ce qu'il faut retenir, je crois, c'est que justement, ce repas gastronomique, c'est une pratique sociale. Et là, on a beaucoup parlé de plats, mais en réalité, c'était évidemment en filigrane. Ce qui compte, c'est les pratiques sociales qui les entourent, que ce soit dans la préparation, dans la consommation, et puis on a vu aussi la force symbolique de ces plats, mais c'était vrai, on voit tous les usages sociaux, et en fait c'est ça que l'UNESCO, le lapsus, l'UNESCO, que l'UNESCO inscrit une pratique sociale, des rituels, des savoir-faire, tout ça se mêle en fait, et c'est vrai qu'on voit que le kimchi, d'ailleurs c'est pas le kimchi en effet, c'est le kimjang, c'est-à-dire la pratique, la préparation qui historiquement permettait de réunir, mais qui réunit toujours aujourd'hui. C'est ce qu'on voit à travers le couscous, puisque là, on a cité différentes pratiques très ciblées. D'ailleurs, le fait que le lendemain du mariage, il y a toujours
une histoire à raconter. Et là, en effet, c'est avec cette soupe de la liberté, c'est vraiment la même chose. Donc en fait, ce que l'UNESCO inscrit, souvent on a recours au raccourci en disant c'est tel plat, c'est tel produit. Mais non, c'est pas ça. Il faut toujours l'avoir en tête. Évidemment qu'on dit c'est la baguette de pain, parce que c'est plus simple que... Mais non, ce qui compte, c'est les savoir-faire. Par exemple, la baguette de pain, on a inscrit à la fois les savoir-faire au sens savoir-faire artisanaux, et c'est une catégorie que l'UNESCO reconnaît, mais ce qu'on a inscrit aussi, c'est la culture de la baguette, c'est-à-dire la manière dont, là encore une fois, la baguette s'inscrit dans des rituels de consommation qui réunissent et dans lesquels, autre caractéristique, je veux dire, c'est l'essence même de ce qu'est un patrimoine, une communauté se reconnaît. C'est-à-dire que, je veux dire, il n'est de patrimoine que si une communauté spontanément sait que cet élément lui est propre, lui est caractéristique, il y a finalement une charge identitaire, c'est pas un gros mot, dans ces aliments et dans les pratiques qui les environnent. Donc c'est tout ça qui est inscrit et c'est finalement tout ce qui a été présenté ici. On ne parle pas, quand on parle d'alimentation, on parle évidemment bien plus que simplement se nourrir. Et c'est tout ce qui a été dit à travers les différentes explications, les différentes présentations qui ont été faites ici. Et le repas gastronomique des Français, c'est la même chose. C'est une pratique sociale, c'est se réunir, c'est parler, c'est échanger. Et ça va même de la préparation de ce repas, évidemment, jusqu'à se retrouver autour de la table. Et donc, encore une fois, on estime qu'il y a environ 800 éléments qui sont inscrits sur la liste de patrimoine culturel et immatériel. On estime qu'il y a environ 60 éléments qui sont d'abord des dossiers alimentaires, et tous ces dossiers répondent à ce que je viens d'expliquer. Et quand je dis 60, encore une fois, je reste centré sur vraiment les dossiers clairement alimentaires. Parce qu'en réalité, si vous allez chercher, vous voyez que dans plein de dossiers, il y a une composante alimentaire. Ça peut être un festival, ça peut être des rites de passage. Ça peut être... alors, il y a un dossier, je ne sais plus de quelle nationalité, dans les pays baltes, c'est autour du sauna. On se dit, oh, quand même... Eh bien si, parce que ça sert aussi de fumoir pour les aliments. Donc, vous voyez, même parfois, on débusque de l'alimentaire, là, on ne s'y attend pas. Donc, c'est quelque chose qui est finalement... Au-delà de ces 60 dossiers sur 800, c'est quelque chose qui est très présent sur cette liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Et tu l'as rappelé, cher Loïc, c'est quelque chose de finalement, en termes d'attention de la part de l'UNESCO, paradoxalement relativement récent, puisque la convention date de 2003, donc ça fait une vingtaine d'années qu'il y a maintenant la possibilité de faire reconnaître pour des communautés un élément important, voire essentiel de leur culture à travers ces productions alimentaires. Tu citais le sauna. Moi, j'ai en tête, là, tout récemment, une candidature multiple, France et Belgique, la fête foraine. Mais la fête foraine, c'est aussi un moment de pommes d'amour, de petits churros. Alors après... Voilà. Donc on peut le trouver effectivement partout. Mais, et là vous avez deux dossiers avec, et j'en viens à Pravali Rangetti qui, donc je le répète, je le rappelle, au sein de l'UNESCO, travaille dans ce secteur de la culture et plus particulièrement du patrimoine vivant et qui nous fait la gentillesse d'être là aujourd'hui ce samedi pour présenter aussi, je crois, un projet qui est en cours de réunir ces... Alors, nous sommes, Loïc l'a indiqué, une soixantaine d'éléments identifiés comme faisant partie du patrimoine alimentaire de l'humanité. Peut-être d'autres à voir. Et comment peut-on, à travers cela, les promouvoir, les transmettre et mieux les partager. Je crois que l'UNESCO, à travers, je vous laisse parler maintenant, ce projet peut développer un outil très utile. Merci beaucoup et merci tout d'abord d'avoir m'invité ici parce que c'est un plaisir pour nous. On travaille seulement sur l'administration à l'UNESCO. C'est une chance pour moi de partager avec vous tous. Et je voudrais également m'excuser pour mon niveau de français. Je vais essayer, vraiment. En fait, je n'ai besoin plus de parler parce que vous avez tous expliqué ce que je voulais parler sur la Convention de 2003. Si vous me permettrez, je vais revenir un peu sur cette convention parce qu'on a beaucoup parlé sur des éléments inscrits sur la liste de convention de 2003. Donc, il faut juste le rapprocher un peu. Voilà. Est-ce que vous pouvez m'entendre mieux? Ok, super. Donc, cette convention, évidemment, a été adoptée en octobre de 2003, et c'est rentré en vigueur en 2006.
Et maintenant, aujourd'hui, on a 183 pays qui ont ratifié cette convention. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est mondial pour nous aussi à l'UNESCO. Et on a parlé des éléments, je vais aussi expliquer ça un peu plus, mais tout d'abord, pour nous, ce qui est au cours de la Convention, c'est des communautés qui font tous les patrimoines, qui sont les gardiennes des les patrimoines culturels immatériels. C'est l'approche de sauvegarder le patrimoine immatériel et de le transmettre pour les générations futures. Les trois choses, c'est vraiment pour nous, ils ont les thèmes centraux. Un des mécanismes de faire ça, c'est des listes de la Convention. Donc, on a parlé de tous les éléments qui sont inscrits. Aujourd'hui, on a 788 éléments qui viennent de 150 pays dans la liste. Et effectivement, il y a 50 éléments qui sont vraiment liés directement avec le patrimoine alimentaire et 153 éléments provenant de 93 pays qui sont liés avec le patrimoine alimentaire, mais avec un lien secondaire. Donc, quand on voit cette liste de patrimoine culturel immatériel, on trouve le patrimoine alimentaire partout, vraiment. Donc, vous avez aussi bien expliqué tous les domaines culturels qu'on a dans cette convention. On a les traditions, les expressions orales, on a aussi le savoir-faire, les rituels, événements, festivals, le connaissance concernant le nature et l'univers, et aussi les artisanats traditionnels. Donc, on n'avait pas avant ce thème de patrimoine alimentaire comme un domaine concret dans la Convention, mais la Convention évolue tout le temps. Et maintenant, on trouve que c'est devenu plus en plus important parce qu'on a ces éléments dans notre liste. Donc, grâce le fonds généreux de la ministère de la Culture d'Arabie Saoudite, on a lancé ce projet qui s'appelle Atlas international de patrimoine alimentaire et plateforme numérique, qui est une partie très importante de ce projet. On a lancé ce projet en 2023 avec une petite phase de démarrage dans 16 pays, de mieux connaître les besoins concrets des communautés. On a fait des études des éléments, pas seulement ceux qui sont inscrits sur les listes, mais aussi d'autres éléments traditionnels. Et on avait trouvé 50 éléments, je crois, alimentaires. Et on a aussi trouvé qu'il y a un fort lien entre le patrimoine alimentaire et aussi des thèmes de développement durable, comme changement climatique, évidemment. On a aussi le moyen de subsistance durable et tous ces thèmes qui sont liés avec ça. Et si vous me permettrez, je voudrais vous partager 2 expériences que je trouvais vraiment impressionnantes. Et ils ne sont pas des repas, hein, comme vous avez parlé aussi. Ils ont vraiment des pratiques liées au patrimoine alimentaire. Le premier, je crois que ça vient de Thaïlande. Il s'appelle Kwesge. Kwesge, c'est une pratique d'agriculture rotationnelle. Donc, c'est fait par des communautés autochtones de Karen au Thaïlande. Et on a trouvé que cette façon de faire l'agriculture, ça nous permet de combattre le changement climatique. Parce qu'il absorbe plus de carbone. On dit le puits de carbone, c'est ça? Ouais, exactement. Le carbon sinking en anglais. Un puits de carbone. Le puits de carbone, c'est ça. Donc, on a déjà toutes les connaissances qu'on a besoin pour combattre tous les problèmes de le développement durable. Et l'autre expérience, ça vient d'Amérique latine. Je voudrais vous parler d'une autre communauté autochtone de Bolivie. Et ils ont une pêche traditionnelle des peuples Venhayek qui vient de Bolivie. Et en fait, ils ont fait quelque chose qui est très intéressant pour moi.
parce qu'ils ont changé leur calendrier scolaire pour les jeunes pour qu'ils puissent faire le pêche avec leur... vous pouvez m'entendre? Très bien. Ouais? OK. Pour que les jeunes puissent apprendre comment faire la pêche traditionnelle avec la communauté. Donc, entre avril et juillet, ils ne sont pas dans les écoles, mais ils sont avec leur communauté. Et les communautés sont également documentées, tous les éléments, comme les chansons, toutes les expressions orales qui sont liées avec cette pêche dans leur langue autochtone et aussi en espagnol. Donc ces méthodes agricoles ou de pêche, Ouais. alors est-ce qu'elles rejoignent ce qui a été nouvellement mis en place au sein de l'UNESCO, des bonnes pratiques? Exactement. C'est donc partie de ces bonnes pratiques qu'il faut partager et qui sont peut-être des remèdes aux maux, UX évidemment, que notre humanité rencontre, que ce soit pour la pêche, soit pour l'agriculture, et donc à terme, évidemment, originellement aussi pour mieux se nourrir. Exactement. Vous avez parlé de la cœur de ce projet-là, parce qu'on a décidé, après cette phase de démarrage, on a trouvé qu'il y a un besoin de renforcement de capacité pour notre communauté, mais ce n'est pas pour faire mieux leur repas, qu'ils se connaissent très bien. C'est vraiment de garder toutes les expériences, des bonnes pratiques, et de le partager avec tout le monde. Donc, grâce à ce projet de Food Atlas, Atlas alimentaire, on va faire tout d'abord, maintenant, pendant les mois avant, on va faire des ateliers de renforcement de capacité avec toutes nos communautés, comment mieux sauvegarder notre patrimoine, la première chose. Et après, notre facilitateur de la Convention de 2003, ils vont aussi faire une documentation des bonnes pratiques de sauvegarde gérées par la communauté. Et ils vont faire une liste de cette expérience et toutes les expériences sont partagées par notre plateforme numérique qui s'appelle Food Atlas. En fait, cette plateforme, elle est disponible aujourd'hui? On peut y accéder? Ou quel est le calendrier? Oui, elle est disponible, mais ce n'est pas seulement sur le patrimoine alimentaire. En fait, c'est une plateforme qui est créée de partager toutes les expériences, toutes les bonnes expériences de sauvegarde pour tous les domaines. Mais le premier domaine qui est plus concret dans cette plateforme, c'est le patrimoine alimentaire. Il existe déjà, mais on n'a que, je crois, 14 expériences en ligne aujourd'hui. Mais grâce à ce projet de Food Atlas, on va avoir plus que 30 expériences comme ça. Alors, comme vous le savez, chaque élément inscrit doit désigner un organisme qui accompagne, notamment pour les mesures dites de sauvegarde, le plan de gestion, la suite. Est-ce que ces organismes associés à une candidature sont sollicités pour, j'allais dire, pardon pour la métaphore facile, nourrir votre plateforme? Bien sûr, mais oui et non, parce qu'on a des expériences qui sont liées avec des éléments inscrits, comme effectivement l'expérience de kimchi. On a travaillé avec ça pendant notre phase de démarrage. Donc, maintenant, on va contacter toutes les organisations avec qui on a déjà travaillé. Mais il y a aussi des expériences des communautés liées au patrimoine alimentaire qui ne sont pas inscrites. C'est vraiment comme le pêche traditionnel qui est un petit parti dans une communauté très petite. On veut avoir aussi l'opportunité de partager leur expérience. Donc, ce sera quelqu'un de communauté qui va travailler avec nous. Donc, on a toutes les deux options. Ça va être très, très vaste. Oui, parce que exactement. là, on embrasse très généreusement. Exactement. Parce que entre les mécanismes de la Convention, on a aussi le registre de bonnes pratiques. Mais on a trouvé que ce n'est pas assez utilisé parce que c'est plus important pour les pays d'avoir des éléments inscrits sur les listes de patrimoine culturel immatériel. Donc, grâce à cette plateforme, on va avoir une opportunité plus ouverte. Merci beaucoup. En tout cas, je pense que ça intéresse beaucoup de monde ici, autour de la table ronde, mais je ne doute pas aussi dans l'auditoire. Je vais peut-être te demander, sans dévoiler la totalité du projet, mais je crois savoir, Loïc, travailler aussi sur un sujet plus
immédiatement concernant les patrimoines alimentaires inscrits, plus spécifiquement, est-ce que tu peux en dire un mot? Oui, l'Institut européen d'histoire des cultures de l'alimentation, donc à l'université de Tours, nous réfléchissons actuellement. On a un peu lancé le projet, mais c'en est à ses tout débuts. J'aurais presque envie de dire un peu le pendant de cet outil numérique, qui serait un ouvrage consacré au patrimoine alimentaire inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel. À vrai dire, d'ailleurs, il y a deux listes. Il y a la liste de sauvegarde et la liste représentative. Généralement, on parle de la liste représentative puisque celle de sauvegarde suppose qu'il y ait une nécessité de sauvegarde urgente. Celle représentative, il y a en arrière-plan cette idée de sauvegarde, bien sûr, mais sans un péril critique imminent qui planerait sur les pratiques inscrites. Donc oui, on travaille sur ce projet d'ouvrage. Ouvrage qui n'existe pas. Donc, j'ai envie de dire, on s'est dit, saisissons donc cette balle, parce que il y a deux choses, j'ai envie de dire, à faire connaître. Ce sont ces éléments eux-mêmes, mais c'est la notion même de patrimoine culturel immatériel, parce que on entend souvent des annonces dire tel élément a été inscrit par l'UNESCO, tel. Mais ça reste finalement assez vague. C'est-à-dire qu'on commence à voir qu'elle a une certaine ancienneté maintenant, cette convention. Et pour autant, cette notion de patrimoine culturel immatériel, je pense, reste encore mal connue du grand public. Donc, nous, Institut européen d'histoire et de culture de l'alimentation, c'est évidemment appliqué à l'alimentation. Mais au-delà de ça, je pense qu'il y a aussi cette vertu de faire connaître cette notion de patrimoine culturel immatériel. Et donc, on va essayer de lancer cet ouvrage qui se voudra un inventaire à l'instant T, parce que chaque année, en effet, il y a de nouveaux éléments qui sont inscrits. Et comme on l'a dit, je pense qu'il y a de plus en plus d'éléments alimentaires qui, chaque année, rejoignent la liste. Merci. C'est une invitation, effectivement, du coup, aussi aux représentants, à l'ambassade d'Haïti, J'y songeais. à l'ambassade d'Haïti, à l'Algérie, à Corée et plus largement à nos amis italiens. Je crois que, Mahalia, vous vouliez ajouter un petit mot. Non, je pense que vous avez tout dit. Bon. Effectivement, après, je pourrais ajouter que, effectivement, dans l'esprit de la Convention de 2003, c'est vraiment dans l'esprit même, c'est de dire que qu'est-ce qui, pour les communautés, ont du sens. Et à partir de cet esprit de la Convention, je prends l'exemple de ce que je connais le mieux, la soupe au giromont. Je ne peux pas prendre l'exemple du couscous, je suis désolée. Mais on voit qu'il y a effectivement toute une histoire derrière. Ce n'est pas uniquement une question d'alimentation, mais plutôt c'est ce qu'elle raconte. C'est ce que ces différents plats racontent. Et la Convention de 2003, c'est ça. Et je pense que même le travail de monsieur aussi tend à faire le même. Merci beaucoup. C'est passé très vite parce que c'est passionnant, mais on a encore un tout petit peu de temps. Est-ce que sur le patrimoine alimentaire algérien, d'autres projets sont peut-être en cours ou qu'est-ce qui... Alors, je vais aussi revenir sur ce point important des mesures de sauvegarde. Quelles sont peut-être aussi du côté de la Corée, comment on va s'assurer que non pas le kimchi mais qu'il soit effectivement un patrimoine vivant et donc transmis de génération en génération. On a vu qu'il y avait des écoles ici ou là. Qu'en est-il pour l'Algérie et pour la Corée? On va la Corée peut-être tout de suite. Quels sont est-ce qu'il y a une politique volontaire de transmission de ces savoir-faire liés au kimchi ou liés au patrimoine alimentaire coréen en général? En fait, ce qui me revient tout de suite dans la tête, c'est peut-être pas tout de suite patrimoine alimentaire, mais on parle beaucoup de K-food en ce moment. K-food, on parle beaucoup, mais c'est pas tout ça. En fait, l'image de K-food ne englobe pas tout. La K-music, c'est pareil? Oui, c'est K-pop. C'est ça. On parle beaucoup, mais on ne montre pas assez l'aspect traditionnel et la diversité des cuisines coréennes. Je pense que je ne sais pas exactement les efforts gouvernementaux pour valoriser tous les savoir-faire traditionnels, mais on met beaucoup d'accent sur le K-food au niveau culturel et au niveau de publicité et pour faire connaître. Mais je pense que la prochaine étape, c'est de montrer plus en profondeur diversité dans la région et la tradition, etc.
Donc ça va devenir une sorte de soft power, comme on dit en bon français, pour la Corée, que de faire rayonner la culture coréenne par la cuisine. Oui, aussi, oui. Mm. Qu'en est-il de l'autre côté de la Alors, Méditerranée? pour l'Algérie, le projet que nous sommes en train de construire avec Madame Selam et d'autres collaborateurs, en ce qui concerne la gastronomie algérienne, je le disais tout à l'heure, mais peut-être le rappeler pour ceux qui nous rejoignent maintenant, on travaille sur 4 pôles, c'est-à-dire les recettes gastronomiques du littoral. Ensuite, on aura dans notre projet la présentation des recettes de la montagne, les recettes du désert et les recettes des villes. Voilà. On n'a pas souhaité travailler par région algérienne, il y en a 50, et ça n'aurait pas de sens. Donc, ce qui est plus intéressant, c'est c'est le littoral, la montagne, le désert, et donc les villes, c'est important. Et là, on en a un échantillon aujourd'hui, parce qu'on ne pouvait pas avoir 4 ou 5 stands, ce serait beaucoup trop. Mais par exemple, si vous allez au stand de l'Algérie, vous avez donc c'est la montagne qui est représentée de Kabylie. C'est pas si vous allez, vous irez au stand. Allez-y, il y a du monde. Alors, un peu de patience. Et donc, vous avez ce stand-là, il représente bien la montagne de Kabylie. Et vous avez en plat algérois la rishta. Voilà. Et donc, cette année, il n'y a pas suffisamment de place pour faire tout le reste. De toute façon, on n'était pas prêt à tout présenter. Mais j'espère que pour le prochain village de la gastronomie, d'abord, Madame Selam est en train d'écrire cet ouvrage sur le littoral, le désert, la montagne et les villes. Et on espère avoir l'occasion de présenter soit le désert, soit le littoral, et 1 à 2 villes algériennes et sa gastronomie. Voilà. Merci beaucoup. Malia, un petit mot. Je sens que je vais juste le micro vous brûle. Non, je vais juste rajouter quelque chose. Je pense que c'est une information assez importante. À l'heure actuelle, vous savez, j'ai envie de dire que la table haïtienne, elle dialogue avec les tables des Caraïbes. Et je sais que le projet de Cassav est inscrit. En tout cas, il y a une forme de... La documentation est en train de se faire pour l'inscrire, encore faire la demande pour qu'elle soit inscrite bientôt au patrimoine culturel Précisez de quoi il s'agit. De l'UNESCO. Comme je disais au début, nos tables ils dialoguent avec les Caraïbes. La Cassav, c'est un mets. Bon, comment je peux dire ça? C'est un mets, voilà. C'est un mets, mais c'est un mets qui vient des pratiques anciennes des Taïnos. On la retrouve... c'est comme du pain, mais du pain... oui, c'est à base de manioc, voilà, c'est exactement. Voilà une connaisseuse. Voilà. C'est à base de manioc et on la retrouve que ce soit en République dominicaine et d'autres pays de l'Amérique latine. Et justement, ce projet, il est fait de concert avec la République dominicaine et d'autres pays de la Caraïbe aussi qui consomment de la cassave, mais appelée avec une autre forme d'appellation. Et à l'heure actuelle, aujourd'hui, le désir, c'est qu'elle soit reconnue en tant que patrimoine culinaire immatériel de l'UNESCO. Voilà. C'est fait avec la farine de manioc. C'est exactement ça, madame. Je vous passe le micro, comme ça tout le monde pourra écouter ce que vous avez dit. De toute façon, c'est le moment des questions et des interventions. Donc bravo, merci beaucoup. Non, je voulais juste dire que la cassave, en fait, effectivement, on la retrouve en Amérique latine. Se préviennent. Ouais. Et c'est vrai que c'est avec une semoule de manioc qui est grillée. Le manioc est écrasé, fermenté, écrasé, passé, pilé, et puis après on en fait une petite semoule. Et puis on la met après sur une plaque chaude, très très chaude, et ça fait une grosse galette à peu près comme ça, et qui se conserve excessivement longtemps et qui est délicieuse. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'en profite. Voilà, la prochaine fois, vous venez avec nous. On vous j'ai même un peu honte de ne pas vous avoir invité. Et Elisabeth Offray, qui est à côté de notre intervenante, merci beaucoup. Elisabeth, qui représente la Chambre des métiers et de l'artisanat, et peut-être on ne le sait pas assez, organise aussi une version de développement à l'international, de dialogue avec, dans les pays, autour notamment des savoir-faire. En Amérique latine, on a eu l'occasion de l'évoquer. Peut-être dire un mot aussi sur ces... Parce que les savoir-faire, évidemment, et les gestes, et on l'a vu pour rouler le couscous, c'est aussi un geste, mais c'est aussi un savoir-faire. Aussi, ces volontés de développer les savoir-faire. Bon, pour le coup, la français, puisque c'est la Chambre de commerce installée
ici en Île la Chambre des métiers, pardon, et de l'artisanat installée ici en France et en Île-de-France, mais qui développe des dialogues avec le reste du monde. Peut-être un mot Bonjour à tous. Oui, donc c'est la Chambre de métier d'Île-de-France. Et donc l'objectif de la Chambre de métier, c'est d'apporter l'expertise que nous avons en France et de la mélanger avec l'expertise d'autres pays. On fait des choses, comme Pierre le disait, avec la Colombie. Ça peut être sur la gastronomie, mais pas seulement. C'est aussi dans différents secteurs d'activité. Sur la gastronomie, c'est sur les savoir-faire. Par exemple, la France a le savoir-faire en matière de boucherie. Et donc, on intervient dans différents pays. Bientôt à Madagascar, au Vietnam également, c'est prévu. Avec la Corée, nous avons un très beau projet avec Adjong, que je remercie. Et c'est très diversifié. L'objectif, c'est en fait de comprendre, avec l'Italie, bien, j'espère, parce que Anne-Laure m'a parlé de vous. Donc, et voilà, on fait énormément de choses, puisque nous avons 400 enseignants au niveau de la Chambre de métier qui interviennent dans 10 écoles. Et l'objectif, c'est que ces enseignants aillent aussi présenter et se mêler à d'autres pays pour pouvoir s'enrichir mutuellement. Merci beaucoup. On arrive presque un peu au terme de notre rencontre, mais vous êtes très assidus. Est-ce que vous avez des questions, des propositions, ou est-ce que vous voulez tout de suite aller déguster la soupe joumou Il faut y aller. Hein. Ou aller C'est la soupe de la en liberté, Algérie. elle a un goût très spécial. Hein. Bien, écoutez, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette rencontre. Merci à chacun d'entre vous. Puis j'espère aussi, c'est aussi fait pour cela, les tables rondes, que des liens vont se nouer entre nous à travers la plateforme Atlas, à travers votre association, Jung, j'espère qu'on verra, et je suis très heureux que vous soyez là aujourd'hui, mais qu'on verra Yasmina Selam très prochainement, de Haïti à l'UNESCO en passant par Tours.